Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Je le disais tout à l'heure, Naftali Bennett est arrivé tôt ce matin aux États-Unis pour sa première visite dans le pays comme Premier ministre. Il rencontrera demain le président américain Joe Biden. Est-ce que, Emmanuel Navon, le dossier iranien sera la question prioritaire abordée par les deux dirigeants pendant ce déplacement? Oui, la réponse est oui. C'est le sujet central de la visite de Naftali Bennett dans un contexte précis, à savoir que d'abord il y a eu un nouveau président qui est entré en fonction en Iran, qui est un dur, qui s'oppose à Ibrahim l'accord Raisi. sur le nucléaire, exactement. Et puis l'administration Biden elle-même reconnaît à demi-mot qu'elle ne pense pas qu'un nouvel accord est possible avec le régime iranien. Donc les attentes de l'administration Biden sont minimales. Et quant à Israël, Naftali Bennett et d'autres dirigeants israéliens ont dit très clairement, et Benny Gantz l'a rappelé aujourd'hui, que l'Iran se trouve finalement au seuil de l'arme nucléaire et que par conséquent un nouvel accord finalement n'est plus d'actualité, puisque si l'Iran est à quelques mois, 2 mois de l'arme nucléaire, à quoi sert un nouvel accord? Et donc la question est de savoir quel est le plan B. Que fait-on dans une telle situation? Et bien c'est de cela dont parleront effectivement le président américain et le premier ministre israélien. Emmanuel Navon, très précisément, quelle a été l'approche et quelle est l'approche actuellement de l'administration américaine dans ce dossier nucléaire depuis maintenant l'intronisation à la Maison-Blanche de Joe Biden en janvier dernier? Alors Joe Biden avait fait campagne en s'engageant à revenir dans l'accord du JCPOA, dans l'accord nucléaire. Et sa politique au début de son administration était effectivement de tenter de renouveler l'accord en l'améliorant avec l'Iran. Entre-temps, il y a eu le changement de régime à la tête de l'État et le fait que les Iraniens n'ont fait que durcir leur position. Donc l'administration Biden est venue, je dirais, avec une bonne volonté de vouloir revenir dans l'accord tout en prenant en compte effectivement les inquiétudes d'Israël concernant le mécanisme de vérification et les missiles à longue portée, mais en dépit des efforts de l'administration Biden, eh bien, on s'aperçoit que finalement, cet accord aujourd'hui ne semble plus être d'actualité. Alors la République islamique a élu, vous le disiez tout à l'heure, un nouveau président au début de l'été, l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi. Le pays a multiplié les violations de l'accord de 2015, le JCPOA, notamment en matière d'enrichissement d'uranium. Quelles sont les options qui s'offrent aux Américains en cas de blocage des négociations? Très clairement, aujourd'hui, la seule option est ou les deux options sont soit l'option militaire, soit la dissuasion mutuelle. C'est-à-dire que les États-Unis, je vous le rappelle, dans le passé en tout cas, ne cessaient de dire que l'option militaire était toujours sur la table. Est-ce que c'est toujours le cas ou pas? C'est un point d'interrogation. Mais si ça n'est pas une option militaire, eh bien, c'est tout simplement l'option de la dissuasion Est-ce que cette première vis-à-vis option de l'Iran. militaire a déjà été évoquée publiquement par l'un des représentants importants de cette administration Biden? Alors, pour l'instant, les États-Unis font très attention de ne pas s'exprimer de façon explicite en ce sens. Contrairement d'ailleurs à l'administration Obama. Obama, à l'époque, lui parlait ouvertement et clairement d'une option militaire qui était sur la table, et c'était dans le cadre effectivement de ces négociations avec le régime iranien. Pour l'instant, on n'entend pas effectivement de déclaration officielle. Ceci étant dit, il y a quand même eu l'article il y a quelques semaines de Dennis Ross, qui était responsable du dossier iranien sous l'administration Obama, qui a conseillé à l'administration Biden de doter Israël de bombes de grande capacité pour justement détruire les infrastructures militaires iraniennes qui sont profondément enterrées dans le sol, mais il a proposé cela dans le cadre justement d'une dissuasion israélienne face à l'Iran. Mais à part cet article de Denis Ross, effectivement, on n'entend pas pour l'instant de déclaration explicite de l'administration Biden. Donc ça, c'est la première option que vous exposiez il y a quelques instants. Vous parliez d'une deuxième option qui serait celle d'une dissuasion mutuelle irano-américaine. Comment pourrait-elle se mettre en place d'abord? Et ensuite, est-ce qu'elle conviendrait aux Israéliens et à leurs intérêts stratégiques? Alors la dissuasion nucléaire, elle existe entre l'Inde et le Pakistan, elle exista pendant la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Elle pourrait théoriquement exister entre l'Iran, Israël et les États-Unis. C'est tout simplement l'effet dissuasif, c'est justement qu'on a trop peur que l'autre partie réplique
avec une attaque dévastatrice. Est-ce que cela fonctionnerait face à un État iranien dirigé par des théocrates qui ont une vision messianique et catastrophique de l'histoire, puisqu'ils pensent que le 12e imam ne reviendra que lorsque les Juifs seront détruits? Donc la question se pose ouvertement de savoir, est-ce que les calculs rationnels de la dissuasion nucléaire s'appliquent face à un régime, à une théocratie qui a une vision apocalyptique de l'histoire? Alors, Benny Gantz, vous le disiez également tout à l'heure, a pris la parole ce matin devant 60 ambassadeurs réunis à Tel Aviv. Le ministre israélien de la Défense a indiqué que l'Iran était en capacité de disposer d'ici 2 mois du matériel nécessaire à la fabrication d'une bombe. En début d'année, néanmoins, Emmanuel Navon, les responsables israéliens et américains avaient exposé publiquement leurs divergences justement sur ce calendrier, les Israéliens se montrant moins alarmistes en la matière que leurs homologues outre-Atlantique. Comment est-ce que vous interprétez ces prises de position successives et à quels objectifs répondent-elles dans les deux parties? Je pense qu'il est très clair que ces déclarations qui viennent d'Israël ont pour but de sonner une sonnette d'alarme, aussi bien vis-à-vis des États-Unis que des autres signataires du JCPOA. À savoir que si effectivement, d'après Israël, l'Iran s'est tellement approché du seuil nucléaire, alors cela remet en cause la logique même d'une renégociation, voire même d'une réinstallation de l'ancien accord, puisque l'accord devient caduc finalement si les Iraniens sont à 2 mois de la bombe ou à 3 mois de la bombe au lieu de 10 ans, ce qui était le cas en 2015 et qui aurait dû aujourd'hui être 4 ans. Autrement dit, il est trop tard pour négocier. Si effectivement les Iraniens sont à 2 mois de la bombe, quel est l'intérêt d'un accord? Il est trop tard, puisqu'on ne peut pas désinventer la technologie nucléaire. Alors, dans son intervention, Benny Gantz a appelé la communauté internationale à préparer un plan B viable pour empêcher l'Iran de devenir une puissance nucléaire. Est-ce que, par exemple, une politique de sanctions internationales massive comme celle existant avant l'accord de 2015 aurait aujourd'hui la moindre chance d'être votée, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU? La réponse est non. Nous sommes aujourd'hui, en 2021, dans une confrontation géopolitique entre les États-Unis et la Chine. La Russie coopère avec la Chine dans cette confrontation globale. Et autant en 2014-2013, l'administration Obama avait réussi à convaincre les Russes et les Chinois à se joindre à des sanctions, mais dans le but d'arriver à un accord. Et je rappelle que les Chinois et les Russes avaient intérêt à un tel accord pour des raisons économiques, pour réintégrer le gaz naturel iranien dans le marché mondial. Aujourd'hui, il y a d'abord une méfiance entre la Chine et l'administration Biden. Les conseillers de Biden sur la Chine sont ce qu'on appelle des faucons à Washington. Ils considèrent la Chine comme un véritable ennemi. Et on voit très bien d'ailleurs que ces derniers mois, aussi bien la Chine que la Russie ont aidé les Iraniens à contourner les sanctions américaines. Donc on voit difficilement aujourd'hui pour quelles raisons elles viendraient à l'aide des États-Unis. Quand on voit dans les médias chinois comment est-ce que la Chine applaudit le retrait américain d'Afghanistan, et comment finalement la tension s'est dégradée entre les deux grandes puissances, je ne vois pas du tout dans quel contexte aujourd'hui la Chine et la Russie accepteraient de coopérer avec les États-Unis sur une réimposition de sanctions par le biais du Conseil de sécurité. Alors, outre ce dossier iranien, Emmanuel Navon, les observateurs israéliens et internationaux d'ailleurs s'interrogent aujourd'hui dans les médias sur la question de savoir dans quelle mesure le dossier israélo-palestinien sera également abordé au cours de ce déplacement. L'administration démocrate a déjà fait part publiquement depuis son intronisation de son soutien à la solution des 2 États. Est-ce que le président Biden pourrait profiter de cette rencontre inaugurale avec Naftali Bennett pour remettre la question sur la table alors que ces derniers mois ont été marqués par des tensions entre Israéliens et terroristes palestiniens dans la bande de Gaza? Aujourd'hui, le dossier palestinien est clairement divisé entre la question de la bande de Gaza et de l'autorité palestinienne. Il y a en vérité 2 dossiers palestiniens aujourd'hui. Il y a l'autorité palestinienne sur laquelle personne n'attend quoi que ce soit. Personne de sérieux, ni à Washington ni à Jérusalem, pense honnêtement qu'un accord est possible. Y compris parmi les démocrates? Je ne parle pas des démocrates les plus radicaux dans la Chambre des représentants. Je parle de l'administration Biden. L'administration Biden ne croit pas à un accord entre Israël et l'autorité palestinienne. À côté de cela, il y a le dossier de Gaza, qui est un deuxième dossier. Face au Hamas, la question des paiements,
du Qatar, en liquide ou pas en liquide, avec une supervision de la façon dont cet argent est dépensé, avec des différents plans pour essayer d'alléger la vie économique des Gazaouites sans mettre en danger celle des Israéliens à la frontière de Gaza, etc. Donc ça, c'est un dossier sur lequel on s'attelle effectivement entre les États-Unis et Israël, sur lequel Biden et Bennett vont discuter, sur lequel leurs conseillers ont déjà travaillé et continuent de travailler. Mais encore une fois, il faut distinguer entre le dossier de Gaza et le dossier de l'autorité palestinienne qui, lui, est véritablement aujourd'hui considéré comme une cause perdue, en tout cas à court et moyen terme. On se souvient du fameux discours de Benyamin Netanyahou, le fameux discours de Bar-Ilan de 2009, prononcé par le Premier ministre Netanyahou sous la pression d'ailleurs de l'administration américaine de l'époque, dirigée par Barack Obama. Que sait-on de la doctrine Bennett en la matière? Alors, je crois que Bennett a une approche pragmatique sur ce dossier. Comme la plupart des Israéliens, il comprend tout à fait que ce dossier pour l'instant, ce problème pour l'instant n'est pas soluble. Il est en train d'étudier différentes options, différentes possibilités pour réduire le conflit. C'est la nouvelle expression, si vous voulez. C'est plus la résolution du conflit, c'est la réduction du conflit. Je vous rappelle que récemment, par exemple, il avait autorisé la construction également pour la population palestinienne en Judée-Samarie. Et encore une fois, je pense que Bennett s'oppose effectivement à un État palestinien. Il est très clair là-dessus, mais d'un autre côté, il est pragmatique et il est prêt à étudier différentes politiques qui permettraient de réduire le conflit. Mais on n'est plus du tout dans le cadre, comme je l'ai dit, d'une résolution globale de ce conflit. Il nous reste une toute petite minute, Emmanuel Navon. On a beaucoup écrit sur les racines américaines de Benyamin Netanyahou et sur sa manière finalement très américaine de faire de la politique depuis 35 ans. Naftali Bennett connaît lui aussi très bien le pays puisqu'il y a vécu. Quel rapport entretient-il avec les États-Unis, avec sa culture, avec ses modes de pensée intellectuels? D'abord, Bennett est le fils d'immigrants américains. Ses parents sont des Olim des États-Unis. Donc l'anglais est sa langue maternelle, c'était la langue qu'il parlait à la maison. Et puis dans le cadre de son travail dans la high-tech, il a effectivement travaillé et vécu assez longtemps aux États-Unis. Son anglais est fluent, est parfait. Et donc je pense que de ce point de vue, ça lui donnera effectivement un avantage vis-à-vis de Biden, vis-à-vis du reste de l'administration. C'est indéniable. Merci beaucoup Emmanuel Navon d'avoir été mon invité dans ce grand journal cet après-midi. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Votre interview est à retrouver sur la page YouTube de Radio J. Bon après-midi à vous et Shana Tova. Merci, bon après-midi. Shana Tova.